Bonjour, vidéo T012E1 sur le diamètre 42 par 1. Voilà, c'est la grande réponse à la question 42. Voilà. Toujours dans l'idée de j'ai un appareil photo numérique, l'argentique me tend très bien parce que j'ai vu des jolies choses et quoi choisir. Voilà, quoi choisir. Je vous ai parlé longuement des Nikon parce qu'il se trouve que c'était la marque que j'utilisais en argentique beaucoup. Et sur votre numérique, si vous pouvez en plus utiliser les objectifs que vous allez acheter pour votre appareil photo argentique, ben, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Hein. Je vous rappelle qu'il existe des bagues, voilà, donc, qui vont vous permettre d'utiliser sur votre appareil photo numérique des objectifs avec d'anciennes montures. Par exemple, voici une bague que j'utilise moi pour utiliser des objectifs 42 à vis par pas de 1 sur mon mirrorless à moi. Voilà. Et sur le bouchon est marqué hop, 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 M42 par 1. Voilà. Alors, la monture M42 par 1 est une monture très très ancienne, puisque c'est quasiment la première monture d'appareil photo réflexe, 24-36, quasiment. Et c'est une monture qui s'est très très bien répandue, parce que c'était une monture simple, qu'elle permettait, qui avait de l'attrait pour les clients, parce que du coup, ils pouvaient acheter un boîtier dans une marque et un objectif dans une autre. Et par exemple, pour vous montrer un exemple, donc ça c'est un boîtier que j'ai acheté très récemment, c'est un des derniers boîtiers que j'ai acheté. Hein. Alors j'ai acheté pour l'objectif, mais c'est un Fujica. Donc la Fujica c'est la marque Fuji, hein, c'est le groupe Fuji, c'est la marque des appareils photo de Fuji, avec un objectif Pentax qui s'appelle Takumar. Voilà. Ça c'est fabriqué par Pentax. Et donc la monture M42 était appelée monture universelle. Et c'est tout l'intérêt de cette monture, c'est de pouvoir mixer des marques qui après sont devenues incompatibles. Donc vous allez trouver du Pentax, vous allez trouver des objectifs Fuji, vous allez trouver des objectifs toujours dans les japonais, des objectifs Mamiya, des objectifs Chinon, voilà, donc ça c'est un appareil qu'on m'a donné, c'est un Chinon Flex, et la personne avait choisi un objectif de chez Reflecta dessus, voilà. Donc on va trouver une variété, une quantité assez impressionnante de marques. Donc ça, je vous ai parlé des Japonais, mais il y a aussi des Allemands de l'Est et puis des Russes, parce que les Zénith sont en monture 42 à vis, et les Pentacons aussi. Pentacon, c'était en Allemagne. Pentacon, c'était à Dresde. Voilà. Et donc, vous allez trouver des objectifs Carl Zeiss Jena en monture 42 à vis. Et donc, ce sont des objectifs qui ont des intérêts qui sont intéressants, comme alors, hop, hop, voilà, je la regarde correctement, voilà, comme par exemple cet Helios 44, voilà, Helios 44, qui existe en plusieurs versions. Alors ça, c'est le la 44-2, voilà, je vais essayer de me rapprocher un peu plus pour voir, voilà, Helios 44-2. Et puis on peut le trouver dans une version un peu plus moderne. Ça c'est 1988. Voilà, Helios 44-M. 44M-4, pardon. Voilà.
Allez sur Flickr pour regarder le type d'image que l'on peut faire. Donc vous cherchez Helios, image, et puis ou Helios groupe. Parce que quand je vous dis, bon, chercher des images, on peut, sur Flickr, on peut faire la recherche suivant trois critères. On peut chercher des images, on peut chercher des photos. Chercher des images, chercher des photos, c'est la même chose. On peut chercher des personnes et on peut chercher des groupes. Voilà. Donc, par exemple, si vous cherchez Helios 44, cherchez des groupes. Ce sont des groupes dédiés à l'Helios 44 et les gens publient que des photos faites à l'Helios 44. Alors eux, ils publient dedans parce qu'ils savent que ce sont des photos à l'Helios 44, par exemple, mais ils ne taguent pas forcément que la photo était faite à l'Helios 44. Donc en cherchant par les groupes, on va trouver éventuellement un peu plus d'images que on trouverait avec... parce que les gens ne taguent pas forcément leurs images, mais par contre, ils les postent dans les groupes qui vont bien. Les objectifs en monture 42, bien sûr, ça fait longtemps qu'on n'en a plus beaucoup produit. Mais par exemple, la marque Cosina qui a fabriqué des objectifs sous licence Zeiss a fabriqué une série d'objectifs au début qui étaient en monture 42 à vis. Voilà. Alors, la monture 42 à vis était très installée, très bien installée au début du réflexe 24-36. Et certaines marques, quand elles ont évolué et qu'elles se sont aperçues que, ah bah oui, c'est gentil, je vends des boîtiers, mais personne n'achète mes objectifs. Ou je vends des objectifs, mais personne n'achète mes boîtiers. Ils se sont dit, eh ben, on va faire comme les autres, on va avoir notre baïonnette à nous. Voilà. Et donc, ils sont évolués de la monture à vis à la monture à baïonnette. C'est le cas de Chinon, par exemple, c'est le cas de Pentax. Mais ils se sont dit, on va pas spoiler nos clients qui nous ont fait confiance, qui ont nos boîtiers et qui ont nos objectifs. Et donc ils ont offert une possibilité de monter les objectifs 42 à vis sur leur nouveau boîtier. Et c'est notamment le cas de Pentax, qui a défini une nouvelle baïonnette, la baïonnette K, qui est en fait via une bague que l'on va visser dedans, va être capable d'utiliser des objectifs 42 à vis. Et le Miranda fait pareil. Miranda, ils ont fait une nouvelle baïonnette qui permettait l'ajout d'une bague pour faire du 42 à vis. Et Chinon, ils ne sont pas ennuyés, ils ont dit on va prendre la baïonnette de chez Pentax. Voilà. Et donc, eux, ils ont pris la baïonnette K. Mon frère, quand il a eu son premier boîtier, il a eu un Chinon CE4 qui était en monture Pentax. Voilà. Donc, vous allez pouvoir trouver des boîtiers très facilement et des objectifs intéressants. Et il y a de fortes chances pour que l'adaptateur existe pour l'utiliser sur votre mirrorless, voire dans certaines mesures sur votre réflexe numérique. C'est le cas de chez Canon, il y a une bague pour avoir du 42 à vis. Ce n'est pas le cas de chez Nikon, parce que Nikon n'a jamais fait de boîtier ni d'objectif en 42 à vis, et donc la baïonnette n'a pas de compatibilité avec le 42 à vis, parce que le tirage mécanique, c'est-à-dire la distance entre la bride et le détecteur, le film, est plus long que le 42 à vis, donc on ne peut pas utiliser le 42 à vis. Et donc vous allez trouver des adaptateurs Nikon 42 à vis, il en existe de deux sortes. Il en existe avec lentille et sans lentille. Ceux avec lentille ont une petite lentille à l'intérieur qui est destinée à rallonger la focale de façon à pouvoir faire la mise au point à l'infini, avec
une incidence sur la qualité de l'image éminemment variable suivant l'adaptateur et suivant l'objectif. Et puis vous avez des bagues de couplage sans lentilles qui elles sont uniquement destinées à la macrophotographie. Voilà. Alors la différence de tirage entre le 42 à vis et Nikon est très très faible, c'est moins de 1 mm je crois de mémoire. Je vous mettrai un lien, j'ai déjà mis, mais il y a une page Wikipédia sur les montures, des appareils photo avec les distances de tirage mécanique. Et comme ça, on peut savoir qui peut se monter sur qui de ce point de vue-là. Après, il faut faire attention au diamètre, bien sûr. Et donc, du coup, pour une focale de 50 mm, c'est un peu gênant, mais par exemple, pour les très longues focales, 135 mm et plus, c'est vaguement utilisable. La monture 42 à vis est entre guillemets universelle. Et bien sûr, pour être universelle, on doit être hyper simple. Voilà. Alors, l'objectif se dévisse. Voilà. L'objectif se dévisse. Et donc, on a un filetage. Et le problème va se poser. Il faut s'intéresser à comment est géré le diaphragme sur l'objectif. Et en fait, tout le diaphragme est géré dans l'objectif et le boîtier ne fait que appuyer sur un petit bouton chromé, là, voilà, pour ouvrir ou fermer le diaphragme. Voilà. Donc le diaphragme est normalement ouvert, quelle que soit la valeur que vous mettez sur la bague. Et donc on a une bague auto-manuelle. Et cette bague auto-manuelle va mettre l'objectif donc en mode manuel. L'objectif est en ouverture réelle. Est à ouverture réelle. C'est-à-dire je tourne la bague de diaphragme, le diaphragme tourne. Et quand je suis en mode auto, la bague de diaphragme tourne toujours, mais c'est quand le boîtier appuie sur le bouton que le diaphragme se ferme à la bonne valeur. Il y a des objectifs qui ont le mode la glissière auto-manuelle. Et si votre objectif n'a pas la glissière auto-manuelle et qu'il a quand même un diaphragme automatique, donc avec le petit poussoir chromé, il faut que votre adaptateur ait le retour pour venir fermer cet index-là. Sinon, votre objectif sera tout le temps à pleine ouverture. Et donc, on va trouver des adaptateurs qui n'ont pas le retour, par exemple. Celui-ci a le retour, pardon. Voilà. Ce qui fait que quand je monte l'objectif dessus, voilà, hop, hop, voilà. Alors ça va pas être évident à voir. Donc on a au fond, on voit le poussoir chromé et on voit en brillance une bague qui fait partie de l'adaptateur et qui vient appuyer sur le poussoir chromé. Et quand je ferme quand je finis de verrouiller mon adaptateur, eh bien la bague de diaphragme va fonctionner. La bague de diaphragme va fonctionner correctement. Voilà. Donc il faut faire attention à ça pour les objectifs. Oui, d'accord. Bon. Et donc il faut faire à ça pour les objectifs parce que, vous voyez, si je tourne ma bague de diaphragme, là, ça ne fonctionne pas. C'est parce que l'adaptateur a fermé le diaphragme, a poussé sur la quéquette, que le diaphragme fonctionne. Voilà. Et alors bien sûr,
un point de raison que j'ignore, quand l'objectif est monté, je peux changer le diaphragme. Bon, enfin bref, on s'en fout, c'est un épiphénomène. Donc, c'est le seul côté un peu sioux qu'il faut faire, auquel il faut faire attention, c'est à cette suivant les objectifs que l'on va utiliser, suivant l'utilisation que l'on va faire de l'adaptateur, on va avoir besoin ou non de ce retour. Je dis ça, alors j'insiste là-dessus parce que vous allez avoir donc des bagues sans retour et des bagues avec retour. Et pour appuyer sur le bouton, et celles sans retour, bah, elles vont être très utiles pour les gens qui font par exemple de la photo au télescope en astronomie, où ils n'ont pas de diaphragme à gérer, ou qu'ils vont utiliser des objectifs macro ou des objectifs de très grande focale qui n'ont de toute façon pas le diaphragme automatique. Voilà. Donc c'est un peu agaçant ça, parce que bah, pratiquement vous allez vous retrouver tôt ou tard à acheter un deuxième. Ah, j'ai compris. Vous allez vous retrouver tôt ou tard à acheter un deuxième adaptateur si vous n'avez pas acheté le bon dès le début. Alors, si vous en avez un retour et puis que vous voulez monter ça sur votre télescope, et ben vous allez être limité par la profondeur du filetage, donc vous n'allez pas arriver en butée comme ça va vous plaire, ou pour les objectifs macro, vous allez utiliser des objectifs qui rentrent très profondément dedans et qui vont vous poser des problèmes. Enfin voilà. Donc, bah, que dire de plus? Ce sont des boîtiers volontiers mécaniques, volontiés avec éventuellement un posemètre intégré, éventuellement TTL au flash, éventuellement pas TTL au flash, à mesure à travers la lentille, hein, avec des verres de visée bah, qui ne sont pas terribles. Ce sont des boîtiers qui vont utiliser la technologie des piles au mercure. Donc, on va se retrouver avec le problème de la gestion de la pile. Il faudra les faire réadapter pour les piles au nouveau voltage, pour les piles alcalines ou alcalines, pas alcalines, mais si alcalines, mais oxyde d'argent. Alors, c'est pas quelque chose à faire le lendemain où vous avez acheté le boîtier. Le lendemain où vous avez acheté le boîtier, eh bien, vous trouvez, vous achetez une pile zinc R, une pile Wein, W-E-I-N, du bon format qui va vous durer 2 mois, 3 mois, 2 mois, 3 mois, et puis vous allez voir, si au bout de 2 mois, 3 mois, vous avez fait une pellicule avec le boîtier, ça vaut pas le coup de le faire adapter. Si au bout de 2 mois, 3 mois, vous avez déjà fait 10, 15 pellicules et que ça vous plaît et que vous en avez racheté d'autres, eh bien, vu le prix de la pile, ça vaut le coup de le faire adapter aux nouvelles piles parce que le prix de l'adaptation va vous coûter le prix de 4 ou 5 piles ou 6 piles à peu près. Donc c'est très très vite rentable. Voilà. Parce que 4 ou 5 piles, ça veut dire 4 ou 5 paires de mois. Donc ça fait 10 mois, 1 an, ça va très très vite. Si vous vous apercevez que vous avez fait finalement que 1 ou 2 films ou 3 films seulement parce que vous n'avez pas le temps, parce que le résultat vous plaît bien mais vous n'avez pas le temps, les piles au zinc R, ce sont les deux éléments qui rentrent en oxydation, donc c'est l'air, celui qu'on respire, qui oxyde le zinc, qui fait le voltage de 1,35 volts. La pile, elle a une durée de vie. À partir du moment où on a enlevé l'opercule, elle a une durée de vie et puis elle va mourir. Et même si on remet l'opercule, ça ne les prolonge pas beaucoup. Une fois que la réaction chimique est commencée, elle ne s'arrête pas. Et ça débite et voilà. Et donc du coup, c'est un coût. C'est un coût, il faut en tenir compte. Après, ce sont des boîtiers qui fonctionnent sans pile, hein, donc
ça claque. Les deux boîtiers ont une gamme de vitesse de 1 seconde à 1 millième de seconde, avec une synchro flash au 60e de seconde pour celui-ci, pour le Fuji. Pour celui-là, on doit monter à 1 125e de seconde pour la synchronisation au flash. Voilà, alors il n'y a pas de griffe sur celui-là, porte flash, on est obligé de passer par les câbles. Voilà. Ça fait un joli bruit. Et donc sur les boîtiers, on va avoir, alors ils ont tous, chaque boîtier bien sûr a son mode de fonctionnement. Mais grosso modo, on retrouve quand même un peu toujours le même principe, dans la mesure où la monture est très très simple et que donc le boîtier ne sait pas à quel diaphragme, de combien de valeur de diaphragme le diaphragme est fermé par rapport à la pleine ouverture. Beaucoup de ces appareils font la mesure à ouverture réelle, c'est-à-dire qu'il demande de fermer le diaphragme pour donner les indications du posemètre pour faire la mesure de la lumière. Et donc, si on prend celui-là, on va commencer par celui-là. Voilà. Eh bien, on va avoir dans la baïonnette, au creux, un levier. Voilà. Et en fait, ce levier est le levier qui vient en face du poussoir chromé que je vous ai montré tout à l'heure. Et sur le côté, on a un bouton, c'est marqué ON avec une flèche. Et quand on pousse le bouton vers le haut pour mettre en route le posemètre, eh bien, le boîtier ferme le diaphragme par l'intermédiaire du levier et fait sa mesure à ouverture réelle. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et quand vous avez fini votre mesure, vous appuyez sur le bouton et vous revenez à pleine ouverture. Et quand vous allez déclencher, hop, voilà, quand vous allez déclencher votre temps de pause, alors donc le levier est bien en arrière et il revient. Voilà. Donc vous faites votre mesure de mise au point, vous faites votre cadrage à pleine ouverture. Quand vous déclenchez, le diaphragme se ferme, et quand vous voulez faire la mesure, vous appuyez sur un bouton qui ferme le diaphragme. Pareil pour le Fujica, sauf que le Fujica, là on a un bouton qui est ici, qui est sous ce doigt-là, voilà, et quand j'appuie sur le bouton pour mettre en route le posemètre, eh bien je fais basculer un petit levier qui vient fermer le diaphragme à l'ouverture réelle. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Le Fujica utilise une dimension de pile toute petite, donc en plus de l'adapter à des piles modernes, parce qu'il utilise des piles mercure. De toute façon, jusqu'en 1900, les piles au mercure ont été interdites dans les années 80, hein, quelque chose comme ça, puisque moi je l'ai vécu. J'ai vécu ça, donc 82, 83, genre, on va vous interdire les piles au mercure, et pourquoi, comme ça. Alors, tu te rends compte, on trouve du mercure jusque dans les glaces du pôle Nord. C'est toi, cochon de photographe, qui, en jetant tes piles au mercure dans la nature, fait qu'il y a du mercure jusqu'au pôle Nord. Et donc on a interdit, il y avait un réel problème de pollution au mercure au pôle Nord. Et donc on a interdit les piles au mercure dans le monde entier. Et quand le mur de Berlin est tombé, et qu'on a commencé à aller voir ce qui se passait réellement en URSS, on s'est aperçu qu'il y avait des usines, il y avait 2 usines, 3 usines, qui déversaient le mercure directement dans les fleuves. Il y avait des lacs de mercure, et ils doivent toujours y être, hein. Il y avait des lacs de mercure au fond de ces fleuves-là, et tous les fleuves du RSS, sauf un, coulent vers le nord. Je vous rappelle vos cours de géographie.
Voilà. Et donc du coup, c'était pas nous, pauvres photographes, qui polluons la planète avec nos piles à mercure. C'est d'autant plus stupide que on aurait très bien pu imposer un mode de vente des piles au mercure avec un système de consigne. Du genre, pour acheter une pile au mercure, il faut ramener une pile au mercure usagée. Et quand tu achètes une pile au mercure pas usagée, on prend 50 balles. Et quand tu ramènes une pile au mercure usagée sans en reprendre une, on te rend 50 balles. Voilà, c'est-à-dire que transformer la pile au mercure comme étant une monnaie, ça aurait été un moyen de le faire. Alors, toujours, c'est d'autant plus unique que les tubes fluorescents, il y a toujours du mercure dedans. Et vos ampoules à économie d'énergie, il y a du mercure dedans. Et ça, par contre, c'est toujours très mal, même en 2020, c'est toujours très mal recyclé. Très mal recyclé, parce que même s'il faut l'amener à un endroit, eh ben, il ne faut pas que ça soit cassé jusqu'à l'usine de recyclage. Et ça, c'est pas évident. Voilà. Alors, et donc le Fujica, il utilise des toutes petites piles en épaisseur très fine. Et d'abord, je viens de le recevoir, je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps, donc je ne l'ai pas encore modifié ni fait modifier, et je vais voir si je vais le faire ou pas. Alors pour comparer les dimensions, si on le compare à un F3, un Nikon F3, effectivement le Fuji est tout petit. Voilà, le Fuji est tout petit. Le Fuji, il a un format comparable à un Leica télémétrique, voire à un Leica CL. Alors, je ne les ai pas à côté, mais si on compare le Chinon au Nikon, il n'y a pas vraiment de différence. Ouais, il n'y a pas vraiment de différence. Bon, le prisme est un peu plus gros sur le Nikon, hein, mais voilà. Donc il n'y a pas réellement de grosses différences. Enfin, voilà. Donc il y a eu plein de boîtiers qui ont. Donc moi je serais tenté de dire, n'achetez pas les boîtiers, cherchez les objectifs, et puis peut-être que l'objectif qui vous intéresse aura un boîtier derrière. Voilà. Et quel que soit le boîtier, si le boîtier fonctionne, il fonctionne. Voilà. Bon, ce sont quand même des mécaniques relativement rustiques, c'est pas élaboré. Et alors bien sûr, il y a plus personne pour les réparer correctement, mais il y a des gens qui bricolent. Bon, vous avez trouvé ça sur les forums, des gens qui bricolent, il y en a plein les forums. Et il va vous retaper ça, vous remettre ça à coup de WD-40. Et puis voilà quoi. Ça durera 3 mois, ça durera 6 mois, ça durera peut-être toute la vie, on ne sait pas. Là, les deux boîtiers fonctionnent impeccable, il n'y a pas de souci, les vitesses sont bonnes. Voilà. Donc celui-là, je l'ai eu par son propriétaire initial, qu'il a acheté quand il a fait sa thèse. Il est à la retraite maintenant, hein, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Et celui-là, je l'ai acheté sur Sumilux. Alors, ça sent un peu moins, mais il sentait bien la cave. Hein. Ne jamais stocker son matériel photo à la cave. C'est une hérésie. Pentax a fait des boîtiers intéressants, qui ont très bien marché, qui ont très bien, comme le Pentax Spotmatic par exemple. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent et ça circule beaucoup. Les Fujica, alors moi je l'ai acheté parce que je connaissais pas bien, j'ai beaucoup entendu parler du
le peu de gens que je connais qui connaissaient le Fujica en ont parlé dans des termes assez élogieux. Donc je me suis dit, tiens, j'ai vu passer un Fujica, j'ai quelqu'un de mon fan club qui lui est fan des objectifs Takumar, donc j'ai vu passer un Fujica avec un Takumar, je me suis dit, bon, pour 30 euros, tu peux faire l'effort. Et je ne le regrette pas, c'est très bien. Alors j'ai pas encore fait de photo avec. Le boîtier est assez agréable à utiliser. Alors, petite particularité des systèmes Fuji de ces années-là, l'oculaire rond à l'arrière est au même standard que les oculaires ronds petit diamètre, c'est-à-dire pas pour le Nikon F3 HP, mais pour tous les autres, Nikon FM, Nikormat et ainsi de suite. Donc c'est le même standard, c'est le même filetage, c'est le même diamètre. Donc sur les boîtiers Fujica, quand vous voyez un oculaire rond, vous pouvez mettre les accessoires Nikon pour oculaire rond petit diamètre. Voilà, donc bon, ça fait un peu de bruit parce que c'est de la mécanique pas amortie, et ainsi de suite. Voilà. Alors il n'y a pas de photos qui défilent parce que j'ai très peu fait de photos avec ces objectifs-là. Parce que j'ai eu des soucis pour trouver les bonnes bagues et ainsi de suite, mais je les ai trouvées quand même, et puis je les ai pas achetées pour ça. Alors, un petit plan de coupe parce que je voudrais rajouter quelque chose. Donc dans les boîtiers 42 vis, sans refaire une vidéo, dans les boîtiers 42 vis, on a donc les boîtiers japonais dans lesquels il n'y a pas trop de problèmes de qualité de fabrication. Donc il peut y avoir des problèmes de conception, mais il n'y a pas tellement de problèmes de qualité de fabrication. Et donc on a des appareils qui globalement fonctionnent. Que ce soit chez Pentax, bien sûr, Pentax ça fonctionne très très bien, chez Fuji, mais dans des anciennes marques japonaises comme Petri, comme Miranda par exemple, bon, si ça a bien vieilli, ça fonctionne encore et il n'y a pas de souci. Pour les boîtiers en 42 vis venant des blocs de l'Est, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait pareil. Parce que là, la conception est bonne. Par contre, la qualité de fabrication est éminemment variable. Et donc, moi, je connais quelqu'un qui vendait, qui était VRP pour les Pentacons, qu'on a vendu. L'appareil qui ne fonctionne pas au déballage était courant et le distributeur français le changeait instantanément sans discuter parce qu'ils étaient au courant du fait. Voilà. Et ces boîtiers-là, on les achetait parce que c'était pas cher, mais pour la qualité des objectifs qui étaient fournis avec. Pour les boîtiers russes, donc les boîtiers essentiellement de la marque Zenith, alors je suis pas connaisseur universel de tous les boîtiers, de tous les modèles. Hein. Il y a peut-être eu d'autres modèles en 42 vis chez les Russes. Mais les Zéniths, moi, c'est des appareils que j'ai côtoyés dans mon club d'astronomie dans les années 80 parce que ça se montait directement au derrière les télescopes et que c'était relativement peu cher. Hein. Et je dis relativement peu cher parce que c'était quand même un quart de SMIG. C'était entre un quart et un tiers de SMIG pour un boîtier avec un objectif de l'époque. Ce qui fait, alors attendez que j'ai pas vu, non, un quart de SMIC de l'époque. Ce qui fait quand même relativement cher pour quelque chose qui peut ne pas fonctionner quand vous l'achetez. Voilà. Dans les Zéniths, il y a deux modèles. Il y a un Zénith avec un posemètre extérieur avec un sélénium devant. Et puis il y a un Zénith avec la mesure de lumière derrière l'objectif. Et bien sûr, tous ces boîtiers-là ont eu des évolutions. Hein. Donc au tout début, ça s'appelait le Zénith E pour celui avec le sélénium qui était devant, en façade avant. Donc c'est simple, le mot Zénith n'est pas marqué sur le devant, mais il est marqué ailleurs. Et puis l'autre s'appelait Zénith TTL. Voilà. Et puis après, ça s'appelait Zénith 11 et Zénith 12, et puis 100, 122.
ou des choses comme ça, quand ils ont fait évoluer le numéro au fur et à mesure qu'il fallait lui donner un nouveau nom. Ce sont peu ou prou toujours les mêmes boîtiers, avec toujours les mêmes limitations en gamme de vitesse, du 1/30 à 1/500 de seconde. C'est pas gênant dans la vraie vie. C'est simplement, on dit ah, j'ai que ça. Voilà, donc il va falloir faire avec. Mais la photo à main levée en dessous d'1/30 de seconde au réflexe, on n'en fait pas souvent. Et si vous avez une sensibilité relativement faible, sans hasard, un 500e suffit amplement. D'autant plus que les objectifs sont ouverts à f2, f1.8, voilà. Les f1.4 ou les f1.2, ça existait, c'était très très rare. Chez Pentacon, on a eu la série MTL. MTL3, MTL5, MTL5B, et ainsi de suite. Bon, bah, c'est pareil, il y avait des problèmes de qualité de fabrication. Pas de qualité de conception, hein, qualité de fabrication. Et voilà, mais bon, vous prenez un boîtier, il fonctionne, mais il faut le voir, quoi. C'est-à-dire que si vous achetez sur eBay, il faut s'assurer que si ça ne fonctionne pas, vous pouvez le rendre. Et que la personne accepte les retours. Voilà, parce que vous achetez un boîtier pour faire des photos, pas pour mettre sur une étagère. Voilà, donc fin du plan de coupe. Sur ce, donc le 49 vis. Regardez ce que l'on fait, les objectifs, ce que l'on fait avec, et regardez si l'adaptateur existe pour votre mirrorless. Voilà. Parce que l'idée, c'est que les objectifs puissent être repris, réutilisés aussi sur votre système numérique. Voilà. Sur ce, soyez cool pour essayer de comprendre, optimiser. Faites des images. Au revoir.